Bottes cirées, moustaches peignées, sabres scintillants, la dernière troupe de la garde impériale se prépare à l'assaut. Pourtant, sur le champ de bataille, l'ennemi est supérieur en nombre. Les troupes qui les ont précédées ont péri sous les boulets de canon. Mais le feu et le sang ne semblent pas effrayer les valeureux soldats. Ils passent à l'offensive, car ils ont un soutien que les autres n'ont pas. Ils ont l'empereur Bonaparte à leur côté. Bienvenue à toi, voyageur lointain, j'espère que tu as fait bonne route. Tu dois être épuisé après avoir parcouru autant de chaînes YouTube, alors installe-toi confortablement pour te reposer et écouter une nouvelle histoire au coin du feu. Assis dans son bureau, l'air songeur, un homme barbu relit son script. Il tourne les pages à la vitesse de l'éclair. Et voilà que l'horloge indique 10 heures. Surpris par celle-ci, le bonhomme se lève et quitte son bureau. Il traverse un long couloir dont les couleurs lui rappellent son dernier film. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un film futuriste, ni d'une réflexion sur l'existence ou la création. C'est un projet moins ambitieux dans la forme, mais plus intéressant dans le fond. Kubrick se sent proche du personnage principal. Il voit déjà les épaulettes dorées briller sous les éclats des obus. Mais la traversée de ce long couloir n'était pas gagnée d'avance. Et Stanley se remémore les obstacles qu'il a dû franchir pour y arriver. Un homme est endormi devant son bureau après une nuit de dur labeur. Et voilà que le téléphone retentit en guise de réveil. C'est son ami Stanley. Il lui propose un projet fou sur Napoléon. Le jeune homme n'en croit pas ses oreilles. Curieux, il demande comment a-t-il fait pour débloquer un tel budget. Mais Kubrick refuse de rentrer dans les détails. Il envoie Andrew en repérage en Europe et lui indique plusieurs endroits qu'il a en tête, en insistant sur un en particulier, Waterloo. L'œil droit collé à son binocle, l'empereur observe la dernière tentative de la vieille garde. À présent, il ne lui reste plus qu'une seule troupe de cavalerie, et c'en sera fini de lui et de sa couronne. Mais cela ne semble pas l'inquiéter plus que cela. Il est pris par l'émotion du spectacle. Un de ses généraux se rapproche et lui demande ses ordres. Sans se retourner, Napoléon affirme qu'il n'a jamais vu une aussi belle mise en scène. Andrew Birkin trouva sans problème les lieux pour le tournage. Il suffisait d'évoquer le nom du cinéaste pour que toutes les portes s'ouvrent à lui. Cependant, les recherches vont durer plus de 3 ans. Et pendant ce temps en Amérique, Kubrick essaie de manœuvrer la barre de son bateau. Le génie perfectionniste enquête compulsivement sur l'empereur et accumule une documentation énorme. Pour écrire son scénario, il a entrepris des années de recherche intensive avec l'aide de dizaines d'assistants et d'experts. Il a amassé une mine d'informations, 15 000 photographies de repérage et 17 000 diapositives d'images napoléoniennes, dont une pièce unique selon lui. Une image de Bonaparte, enfant, un nounours en peluche à la main. L'histoire devait débuter avec un Napoléon à 4 ans, le pouce à la bouche, un ours en peluche dans les bras, sa mère lui lisant une histoire pour dormir. Cet ours devait faire partie du dernier plan, posé à côté de l'empereur, sur son lit de mort à Sainte-Hélène,
Un récit intense et sombre dans lequel le jouet devait rappeler l'humanité de Bonaparte. Un procédé rappelant un peu trop le Rosebud de Citizen Kane, tourné par Orson Welles des années auparavant. La nuit était tombée à Los Angeles. L'obscurité avait envahi les studios. Seule une petite lumière résistait encore au noir. Un petit bureau, situé en haut des bâtiments de la MGM. Assis confortablement sur un siège, Stanley Kubrick triait scrupuleusement des images et de la documentation. Chaque personnage avait droit à sa fiche de couleur, sur laquelle sa vie était consignée, heure par heure. Rien ne devait échapper à la vigilance du maître. Mais seule une image semblait véritablement attirer l'attention du cinéaste. Un magnifique bal se tenait à Paris en l'honneur de l'empereur. Le dernier peut-être, mais pour les officiers, le prétexte était suffisant pour flirter et profiter un peu de la fête. L'orchestre jouait du Beethoven et les uniformes colorés se mêlaient aux robes de soirée de ces dames, le tout se reflétant dans le regard froid et inerte de Bonaparte. Stanley s'était assoupi à son bureau. Il se leva brusquement de son siège. Ça y est, l'idée centrale avait germé. Napoléon devait être un biopic, rempli de scènes de bataille grandioses, avec des milliers de figurants. Le film retracera la vie de l'empereur, d'Ajaccio à Sainte-Hélène, avec des palais d'époque, des costumes chatoyants, des batailles gigantesques, de sublimes courtisanes, ainsi qu'une ascension fulgurante et une chute vertigineuse de l'empereur. Mais le long métrage devait aussi être une réflexion sur le présent, dont la guerre du Vietnam qui faisait rage à l'époque. Lors d'une banale après-midi d'automne, Stanley reçoit un coup de fil. Le cinéaste soviétique Sergei Bondarchuk vient de subir une défaite cuisante avec son film de guerre, Waterloo. Au téléphone, le producteur moustachu explique à Kubrick, en sirotant son verre de scotch, que ses confrères n'ont plus envie de financer son projet, par peur de manque d'intérêt du public, après la déroute du bolchevique. Une émotion de colère apparaît sur le visage du réalisateur. Il pose le téléphone, sans avoir terminé la conversation. Le bal se poursuivait dans la grande salle. C'était au tour des dames de choisir leur cavalier. Mais le roi de la fête n'était plus de la partie. Il s'est replié dans ses appartements. Assis sur un siège de velours, le regard songeur, il semble préoccupé. Ses mains sont froides. Il décide d'allumer la cheminée et jette quelques documents importants dans le feu pour se réchauffer. En 1972, Kubrick sort son nouveau film, Orange Mécanique, adapté du roman d'Anthony Burgess. Le film connaît un large succès et permet au cinéaste de revenir à la charge avec son projet sur Napoléon. Une nouvelle journée se profile à l'horizon et les canons de la grande armée sont avancés sur le champ de bataille. Un officier très fier, Légion d'honneur au cou, sort la lame de son fourreau et ordonne de faire feu. Une belle voiture noire s'arrête dans une allée du studio. C'est l'écrivain et musicien Anthony Burgess, invité par Kubrick, à l'occasion de son nouveau projet. La discussion se passe à merveille dans le bureau du réalisateur. Des rires et des conversations chaleureuses se dégagent de la porte brune entr'ouverte, entrecoupée de temps à autre par la machine à écrire de la secrétaire. Le maréchal Ney jette un dernier coup d'œil sur sa montre de poche. Confiant, il s'avance en direction du champ de bataille. Ses troupes le suivent, confiantes elles aussi. Il jette un dernier regard en direction de son adversaire et pousse un cri de guerre avant de passer à l'assaut. Pour l'empereur,
Le cinéaste entreprit un long voyage jusqu'à Brighton, en Angleterre. Il avait rendez-vous avec un fin connaisseur. Ayant longtemps hésité, le professeur Félix Markham finit par accepter d'être le consultant du cinéaste pour ce projet. Arrivé sur place, Stanley est accueilli par une secrétaire, aussi froide et lourde qu'un frigo. Elle le regarda d'un air méprisant et lui proposa un siège. La patience de Kubrick fut brève. 10 minutes plus tard, il était déjà dans le bureau du professeur. Ahuri de cette brusque intrusion, mais en parfait anglais qui se respecte, l'intellectuel ne monta pas le ton et invita son interlocuteur à boire du thé. Le despote bombardait le professeur de questions, toujours plus précises les unes que les autres. Kubrick voulait tout savoir sur Napoléon. A-t-il fêté le jour de l'an 1799? Comment les chevaux de la Grande Armée étaient-ils équipés? Ou de quelle couleur étaient les chaussettes de l'empereur lors de sa déroute en Russie? En quittant le bureau du professeur, le cinéaste finit par négocier les droits du livre de Félix Markham sur le sujet. Sur une petite colline non loin du champ de bataille, tel un dieu vivant, Napoléon semblait observer sa création. Pensif, il avait toujours conservé la même clarté dans son regard. Il savait ce qu'il voulait. Les officiers d'état-major dandinaient autour de lui, tels des poules autour d'un coq, dans un poulailler. L'expression de son visage changea subitement. Quelque chose l'avait interpellé sur le champ de bataille. Un officier s'approcha de l'empereur pour satisfaire sa curiosité. Sans détourner le regard, Bonaparte affirma que les nouveaux uniformes étaient exceptionnels. Kubrick aimait l'innovation. Entre les caméras construites pour filmer la bougie de Barry Lyndon, les effets spéciaux dantesques de 2001 l'Odyssée de l'espace ou l'utilisation de la Steadicam sur Shining. Pour Napoléon, il voyait les choses en grand et envisageait de faire construire un studio en forme de bulle gigantesque, gonflée à l'air. Pas de piliers, pas de soutien, juste une bulle avec des images en mouvement projetées sur ses parois, afin de filmer les scènes avec les acteurs devant. Il avait été déçu par Napoléon d'Abel Gance, réalisé des années auparavant. Pour un tournage qui devait durer 150 jours, une vraie question semblait alors se poser. Était-il réellement capable d'une telle prouesse? Le cinéaste en était convaincu, et les bruits de couloir ont confirmé ses dires. Beaucoup de sang avait coulé cette nuit-là. La Grande Armée fut prise au dépourvu par les Russes. Même Napoléon ne s'y attendait pas. Cependant, les braves grenadiers ont tenu bon. Et le soir venu, Bonaparte se déplaça en personne pour décerner les récompenses. Un jeune soldat attira son attention. Il était moins robuste que les autres. Une expression de désarroi se lisait dans ses yeux et ses mains tremblaient. L'empereur posa sa main sur son épaule. « N'ayez crainte, soldat. Vous avez combattu pour moi et pour la France. Relevez votre menton et soyez fiers de vous. » La phase du casting ne fut pas évidente pour le réalisateur. Qui était digne d'interpréter l'empereur mégalo à l'écran? Serait-ce Jack Nicholson, ami de Kubrick, véritable caméléon du cinéma? Ou un acteur plus modeste, avec un regard perçant et un charisme introverti, tel qu'Al Pacino? Le choix était difficile, d'autant plus que l'acteur devait paraître plus vieux à la fin du film. Soudain a germé l'idée d'étaler le film sur quelques années, pour que l'acteur puisse vieillir et changer naturellement. L'équipe du maquillage devait faire le reste. De nombreux autres acteurs ont été approchés pour le rôle-titre, comme Oscar Werner ou encore Ian Holm. Finalement, le choix s'était porté sur David Hemmings.
Quant aux personnages secondaires, Kubrick avait en tête Charlotte Rampling, Alec Guinness, Jean-Paul Belmondo ou encore Peter O'Toole. Pour Joséphine, le cinéaste contacta Audrey Hepburn, qui déclina poliment la proposition. Les raisons de ce refus ne sont pas claires, mais dans le script, Napoléon rencontrait Joséphine au cours d'une scène d'orgie. Le caractère trop sexuel de la scène obligea Audrey à décliner le rôle. Après plusieurs victoires triomphantes, la Grande Armée continuait son périple. La traversée de la Pologne fut particulièrement difficile. Les chevaux avaient du mal à avancer, la crasse se mêlait à la boue et à l'odeur infecte des excréments d'animaux. Une diligence survint de l'autre côté de la route. Elle ne tarda pas à s'arrêter. C'étaient les négociants polonais, prêts à collaborer avec l'empereur pour se libérer de l'influence du tsar. Parmi les militaires polonais se profila une magnifique silhouette féminine, belle, gracieuse et élégante. Elle ne tarda pas à attirer l'œil de Napoléon. L'empereur se tourna vers son conseiller et apprit le nom de la jeune femme, Marie Walewska. Le libertinage était un thème qui plaisait à Kubrick. Il a d'ailleurs ajouté plusieurs scènes dans son script. L'idée d'allier la sexualité à la puissance l'enthousiasmait beaucoup. Le cinéaste s'était saisi de son téléphone pour rappeler le professeur Félix Markham. Les questions défilaient rapidement et le pauvre intellectuel avait à peine le temps de prendre note. Joséphine couchait-elle avec Barras quand elle a connu Bonaparte? Durant les fêtes impériales, est-ce que les jeunes femmes étaient nues sous leur robe de mousseline? A-t-on surnommé Teresa Cabarrus, propriété du gouvernement? Gêné, le professeur bégayait, toussait, tout en s'efforçant de répondre à toutes les questions avec méthode et précision. La bataille de la Bérésina a été un moment décisif pour l'empereur. C'en était fini de la Grande Armée. Des hommes affamés, mal équipés, sans cesse martelés par les Cosaques durant leur périple. Personne n'était épargné. Barrault, un soldat de la Grande Armée, écrivait dans son journal. Le soldat, accablé par la neige et le vent qui venait sur lui, en forme de tourbillon, ne distinguait plus la grande route des fossés et souvent s'enfonçait dans ce dernier qui lui servait de tombeau. Les autres, pressés d'arriver, se traînant à peine, mal chaussés, mal vêtus, n'ayant rien à manger, rien à boire, gémissaient en grelottant et ne donnaient aucun secours, ni marque de pitié à ceux qui, tombés en défaillance, expiraient autour d'eux. Un officier indiqua à Napoléon une petite colline avec une église orthodoxe pour quelques heures de répit. Une fois au sommet, l'empereur pouvait observer toute son armée qui rétrécissait à vue d'œil, rythmée par le bruit des cloches qui soulignait le caractère tragique de cette campagne. Tout comme Napoléon, Kubrick n'a pas réussi à mettre sur pied son projet fou. Un film jugé trop risqué, trop cher, trop ambitieux, mais toujours aujourd'hui entouré de mystères. À présent, il ne reste plus que les 88 boîtes contenant le rêve fou de ce perfectionniste, aussi dingue et mégalomane que Napoléon. Peut-être qu'un jour, le cœur du projet rebattra à nouveau, mais celui de Kubrick restera à jamais silencieux, enfoui dans les couloirs éternels du